Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo après quelques semaines bien involontaires d'absence. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, hello, mon nom est Mélodie Joseph et sur cette chaîne YouTube, j'aime bien parler de livres et en particulier de littérature SFF. Je vais être honnête avec vous, au début de l'année, j'ai eu une petite panne de lecture et je dis petite parce que je lisais toujours, c'est juste que j'étais incapable de lire autre chose que des fanfictions sur Archive of Our Own. Mais cette panne est maintenant réglée. J'ai lu plusieurs livres super intéressants que j'ai vraiment envie de vous présenter. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme le titre l'indique, je vais vous parler des livres que j'ai lus pendant le mois de mars. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter les livres que j'ai lus depuis le mois de janvier, même avant janvier, et dont j'ai vraiment envie de vous parler, mais que j'ai juste pas encore eu le temps ou l'opportunité de vous présenter. Ok, passons maintenant à mes lectures du mois de mars 2023. En mars, j'ai lu 4 livres. Ok, j'ai lu 3 livres et abandonné un livre. Mais ce livre que j'ai abandonné, je le considère quand même lu parce que j'ai lu plus de 70% de ce livre avant de l'abandonner. Commençons d'ailleurs par ce livre. Donc ce livre, c'était Insurrection de Tate Thompson, le deuxième tome de sa série Rosewater qui est disponible aux éditions J'ai lu. J'ai lu le tome 1 Rosewater en janvier, mais je vais vous en parler là maintenant pour pouvoir poser un peu le contexte. Donc Rosewater, le livre 1 et le livre 2, en fait la série, peut facilement être qualifiée d'afro-futuriste. Donc toute cette série se passe au Nigeria, dans le futur, dans une ville futuriste fictive qui s'appelle Rosewater. Cette ville, elle s'est formée autour d'un dôme qui est apparu du jour au lendemain et qui aurait été construit par des extraterrestres. Donc dans le livre 1, le personnage principal, c'est un homme qui s'appelle Caro, et Caro est un réceptif. Donc dans l'univers de Rosewater, les réceptifs, ce sont des personnes qui ont développé des pouvoirs psychiques quand les extraterrestres sont arrivés sur Terre. Il est capable, entre autres, de lire dans les pensées des gens et aussi de lire les souvenirs des gens. Il travaille pour le gouvernement qui se sert, bien sûr, de ses capacités pour pouvoir extorquer des informations. Donc il aide le gouvernement à soutirer des informations à des personnes plus ou moins importantes, comme par exemple des criminels ou des politiciens, etc. Un jour, Caro découvre que les réceptifs comme lui sont en train de mourir pour des raisons inconnues. Il se retrouve forcé d'enquêter quand il se rend compte que lui aussi est peut-être en danger. Donc ça, c'est l'intrigue du tome 1. Donc Rosewater, comme je l'ai dit, c'est de l'afrofuturisme. Donc c'est un roman qui nous sort vraiment de la science-fiction à laquelle on peut être habitué et qui nous place dans un contexte africain. L'intrigue est prenante et il y a plein de mystères qu'on veut élucider. Donc quand je lisais ce livre, j'avais plein de questions, il y a plein de choses que je voulais comprendre. Le livre 1 est raconté à la première personne du point de vue de Caro, ce qui rend la narration malheureusement un petit peu froide et rébarbative parce que Caro est un personnage assez froid et désagréable. Ça, c'est un aspect du livre que j'ai pas trop aimé. J'ai pas non plus beaucoup aimé la structure du livre. Donc on suit une intrigue principale, Caro qui enquête sur la mort des réceptifs, il essaie de comprendre pourquoi les réceptifs meurent, mais il y a aussi beaucoup de sous-intrigues. Donc généralement le livre va être structuré de cette manière, on va avoir un chapitre sur Caro qui enquête sur les réceptifs, suivi d'un chapitre interlude sur un événement qui a eu lieu avant. Ensuite on va avoir un autre chapitre qui se passe aussi dans le passé concernant un autre événement complètement différent. Et enfin on va avoir un autre chapitre sur Caro et les réceptifs. Et ainsi de suite. Du coup, à plusieurs moments dans le roman, on se retrouve à suivre 3-4 événements différents en même temps, ce qui peut créer beaucoup de confusion. Donc si on fait une pause dans sa lecture, on peut perdre complètement le fil des événements. Moi, j'ai fait une pause de quelques jours et je ne me souvenais plus de qui était quoi, de où était quoi. Ce genre de structure éclatée, ça aide habituellement à créer du suspense dans un roman, mais dans le cas de Rosewater, ça a moyennement fonctionné pour moi. J'étais plus agacée qu'autre chose par cette structure et à chaque fois que je perdais le fil de l'histoire, j'avais juste envie d'abandonner ma lecture. Mais malgré ces aspects que j'ai moins aimés dans le livre, j'ai quand même apprécié ma lecture du livre 1 et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie de lire le livre 2. Le tome 2 commence peu de temps après la fin du tome 1 et merci Dieu, il y a un changement de narrateur. Caro est un personnage très sexiste et désagréable. Donc quand j'ai vu dans le livre 2 que c'était plus lui, le narrateur principal de l'histoire, j'étais très contente. En fait, le livre 2 met de l'avant
3 personnages féminins, Amina, la petite amie de Caro, Femi, la patronne de Caro, et Alicia, une jeune femme mystérieuse qui se réveille du jour au lendemain sans souvenir de qui elle est, ni de sa famille. Beaucoup de choses se passent dans ce tome 2, mais pour être complètement honnête avec vous, je serais pas capable de vous dire exactement qu'est-ce qui se passe dans ce tome 2. Rosewater et le reste du Nigeria entrent en guerre, mais je me souviens plus exactement pourquoi. On apprend aussi dans le tome 2 que le dôme est en train de mourir, ce qui a de terribles conséquences sur la ville de Rosewater parce que le dôme sert entre autres de source d'électricité pour la ville, et ça c'est une intrigue super intéressante, sauf que je me suis vraiment perdue dans cette histoire à cause des changements de narrateur et à cause de toutes les autres choses qui se passaient dans le livre. Même avec un changement de narrateur, le style d'écriture est resté super froid et mécanique. À chaque fois que j'ouvrais le livre, je m'endormais. Du coup, passé la moitié du livre, j'ai décidé d'abandonner. Conclusion, Rosewater livre 1 est un livre qui peut valoir le détour, je pense, surtout si vous aimez la science-fiction et si vous êtes intéressé par l'afrofuturisme, mais je ne vous recommande pas le livre 2. Et si vous avez dans votre palle en ce moment un livre que vous pensez être plus intéressant que Rosewater, vous avez probablement raison. Donc je vous recommande de lire ce livre plutôt que Rosewater. Passons maintenant au deuxième livre que j'ai lu en mars. Et il s'agit d'un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Une personne dans mon entourage me recommande cette autrice depuis des mois. Et son insistance a finalement prévalu. Donc dans cette courte novella, on suit Dex, qui est un moine qui décide de se reconvertir en moine de thé. Donc dans l'univers d'un psaume pour les recyclés sauvages, les moines de thé sont des moines qui parcourent le monde dans une petite roulotte. Ils s'arrêtent dans différents endroits pour réconforter les gens, ils leur servent du thé en écoutant leurs problèmes. Un jour, Dex s'aventure hors des sentiers battus dans l'espoir de pouvoir entendre des grillons qui ont presque entièrement disparu. Un psaume est un roman de science-fiction qui se passe dans un monde où les humains auraient appris de leurs erreurs et fondé une société paisible et respectueuse de l'environnement. On est en plein dans la science-fiction cosy, dans le hop punk, on a un récit très calme et réconfortant dans lequel il se passe pas grand chose. C'est un livre qui s'intéresse au sentiment d'insatisfaction qu'on peut ressentir quand on vit une vie tranquille et que tous nos besoins primaires ont été satisfaits. Donc ce sentiment de restlessness, comme on dit en bon français, pousse Dex hors de sa zone de confort et l'oblige à remettre en question sa vision de l'existence. L'univers religieux qui est dépeint dans ce livre est super intéressant. Donc il y a plusieurs dieux dans cet univers et tous ces dieux offrent à leurs croyants des philosophies différentes et une perspective différente sur la vie. Et je dois avouer que ça m'intéressait beaucoup et j'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur les différents dieux présents dans cet univers. C'est un livre vraiment plaisant à lire, mais je pense que c'est parce que c'est un livre qui a été écrit pour être plaisant à lire, qui m'a beaucoup fait penser à certains dessins animés pour enfants que je regardais quand j'étais plus jeune. Ces dessins animés qui sont mignons et réconfortants, mais aussi enfantin. Je suis peut-être de nature un petit peu trop pessimiste et cynique pour ce genre d'histoire. J'avais un peu de mal à suspendre mon incrédulité dans ma lecture parce que j'avais du mal à croire à cette société idyllique née, semblerait-il, quand les humains se sont séparés des robots. Je crois donc pas être le bon public pour ce genre de livre, mais si vous aimez la SFF cosy et réconfortante, ou si vous voulez souffler un petit peu après une dure journée, je pense que ce livre est fait pour vous. Donc dans l'ensemble, j'ai quand même bien aimé ma lecture et je suis quand même contente d'avoir lu ce livre. Troisième livre lu en mars et c'est L'Avenir de Catherine Leroux. Alors Catherine Leroux, c'est une autrice québécoise qui a déjà fait plusieurs fois ses preuves, elle a déjà remporté plusieurs prix littéraires, mais L'Avenir est le premier livre de cette autrice que j'ai lu. L'Avenir est aussi un livre que je voulais lire depuis sa sortie en 2020, mais je sais pas pourquoi j'ai attendu le salon du livre de Montréal de l'année dernière pour me procurer le livre et je ne l'ai lu que le mois dernier. Il y a des livres comme ça, je suppose. Donc L'Avenir met en scène le personnage de Gloria qui vit à Fort-Détroit. C'est une version imaginaire de la ville de Détroit au Michigan. À Fort-Détroit, la nature reprend lentement ses droits sur une ville quasiment abandonnée et les quelques habitants qui occupent donc Fort-Détroit s'entraident les uns les autres pour survivre dans cette ville. On apprend au début du livre que la fille de Gloria a été assassinée et que depuis cet assassinat, ses deux petites filles ont disparu. Donc Gloria, en compagnie de sa voisine Eunice,
enquête sur la disparition de ces deux petites filles, elle essaye de les retrouver et elle essaye aussi de comprendre la tragédie qui s'est déroulée dans leur maison. En même temps, dans les forêts de Fort-Détroit, un groupe d'enfants orphelins ou fugueurs vit à l'état sauvage, faisant fi des règles de la société, jouant à des jeux dangereux avec des explosifs. Quand les recherches de Gloria l'amènent à ses enfants, c'est le début de quelque chose de nouveau pour Fort-Détroit, un peu comme un renouvellement, un changement. L'Avenir, c'est un roman spéculatif, uchronique, avec une ambiance très contemplative. La plume de l'autrice est tellement délicate et tellement imagée. On ressent qu'il y a une réflexion derrière toutes ces phrases. Je suis vraiment admirative de son style d'écriture qui réussit à créer des ambiances super vivantes. Malgré le tourbillon émotionnel vécu par Gloria, les pages du livre sont empreintes d'un sentiment de langueur. Donc en lisant ce livre, je me sentais toute collante, comme si moi aussi je marchais dans les rues de Fort-Détroit au cœur de l'été, couverte de sueur et de boue. L'ambiance est vraiment saisissante en fait dans ce livre parce que le style d'écriture est si vivant et frappant. C'est donc une lecture que j'ai appréciée, même s'il est vrai que la lenteur contemplative du livre m'a un petit peu ennuyée par moments. Je dirais donc que le style d'écriture est magnifique, mais un petit peu bavard, enfin c'est ce que j'ai trouvé. Je pense que ce livre c'est un bel ovni de la SFF parce que c'est à la fois une dystopie, une uchronie, il y a aussi du réalisme magique un petit peu dedans, donc c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses. Je le recommande donc à toutes les personnes qui sont à la recherche de quelque chose de différent. Je pense que ce livre va vous plaire si vous ne l'avez pas encore lu. Passons maintenant au dernier livre que j'ai lu en mars, le dernier mais pas des moindres, et il s'agit d'un livre en anglais écrit par une autrice trinidadienne, When We Were Birds, Diana Lyod Banwo. Donc ce livre est sorti l'année dernière et je voulais le lire depuis que j'en ai entendu parler l'année dernière sur Instagram. L'histoire m'a tout de suite intéressée et je pense que vous allez vite comprendre pourquoi si vous me connaissez. When We Were Birds raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Darwin et qui a grandi à la campagne, élevé par une mère Rastafari dans un environnement très religieux. Il quitte son foyer un jour pour Port Angeles, une ville très inspiré de Port d'Espagne, la capitale de Trinité et Tobago. Les temps sont difficiles à la maison, sa mère et lui ont des problèmes d'argent, donc il décide de trouver un travail pour soulager sa mère couturière qui se fait vieille, sauf qu'il a beaucoup de mal à trouver un emploi et le seul job qu'on lui propose est celui de fossoyeur à Fidelis, le cimetière de Port Angeles. Donc quand sa mère apprend ça, elle est très énervé parce que dans la tradition Rastafari dans laquelle Darwin a été élevé, il ne doit pas entrer en contact avec les morts. Donc sa mère est furieuse de savoir qu'il veut aller à Port Angeles parce qu'elle dit que cette ville est maudite, et elle est aussi furieuse de savoir qu'il va travailler avec les morts. Elle le met pratiquement dehors et Darwin est obligé de rompre ses vœux, de couper ses locks et de redéfinir son identité d'une certaine manière. When We Were Birds nous présente aussi le personnage de Yejide qui a grandi dans une vieille maison sur une colline. Elle est l'héritière d'une famille dont toutes les femmes ont le don incroyable de pouvoir communiquer avec les esprits. Quand sa mère meurt, elle hérite de ses pouvoirs et elle rentre inexplicablement en contact avec Darwin. Donc Darwin et Yejide se rencontrent au cimetière Fidelis, poussés l'un vers l'autre par des liens surnaturels et ancestraux. Donc When We Were Birds, c'est un roman écrit d'une très très belle plume. L'autrice sait créer un univers avec ses mots. On est rapidement entraîné dans les rues de Port Angeles. Je pouvais vraiment imaginer la ville et aussi nettement imaginer le cimetière Fidelis. Le roman est écrit en anglais trinidadien, du coup au début j'avais un petit peu de mal avec la grammaire, mais au fur et à mesure du livre je m'y suis faite et ça a aussi contribué à mon immersion. En ce qui concerne les personnages, on s'attache très vite au personnage de Darwin. C'est un personnage dont on connaît les craintes, les rêves, les peurs, les espoirs, bref, on apprend bien à connaître ce personnage. C'est un personnage qui est déchiré entre la personne qu'il veut être pour sa mère, la personne qu'il veut être pour lui-même, mais aussi la personne qu'il doit être, et c'est quelque chose qui est toujours très relatable. J'ai eu un petit peu plus de mal avec le personnage de Yejide. Le personnage de Yejide est intéressant à cause ou grâce à cette histoire de magie ancestrale, au fait que c'est une sorte de magicienne, sorcière, chamane. Tout ça c'est vraiment intéressant, mais j'ai l'impression que l'autrice développait plus donc l'aspect magie ancestrale et l'aspect familial
que le personnage lui-même. Yejide, on ne connaît pas ses espoirs, on ne connaît pas ses rêves, on ne sait pas grand-chose en fait sur le personnage lui-même, ce qui fait que ça a été plus difficile pour moi de m'attacher à ce personnage. Maintenant, tout le contexte du roman, donc la ville de Port Angeles et surtout le cimetière, c'est tellement absorbant. Donc l'autrice décrit la fête de la Toussaint à Trinidad, plusieurs enterrements et cérémonies mortuaires ou de cérémonies de communion avec les esprits, et cette ambiance très spirituelle, ça m'a rappelé une veillée que j'ai faite un jour dans un cimetière de la Martinique avec ma famille le jour de la Toussaint. C'est vraiment ce genre d'ambiance là, si vous voyez de quoi je parle. Bref, le thème des esprits, du cimetière, le choix d'un personnage fossoyeur et d'un personnage chaman, je trouve que c'est une combinaison tellement cool, tellement fun, et je trouve que ça a bien été développé dans ce livre. Le seul point négatif pour moi, c'est le rythme de When We Were Birds. Donc le roman est vendu comme une histoire d'amour entre Yejide et Darwin, mais ces deux personnages ne se rencontrent pas avant les 2/3 du roman. D'ailleurs, l'histoire ne commence pas vraiment avant les 2/3 du roman. Le début est très lent et la fin m'a aussi paru un petit peu précipitée, donc toutes les intrigues se ficellent assez rapidement et de manière facile pour certaines d'entre elles, notamment ma préférée sur des pilleurs de tombes, parce que oui, il y a aussi des pilleurs de tombes dans ce livre. Donc seul point négatif pour moi, le rythme, je l'ai trouvé trop lent au début et un petit peu trop rapide à la fin. Sinon, malgré ce point négatif, donc j'ai bien aimé ce roman, c'est le premier de l'autrice, donc je serais vraiment curieuse de découvrir ses prochains livres. Voilà, j'ai fait le tour de mes lectures de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le voir, en mars, j'ai lu plusieurs livres plutôt chouettes, mais j'ai pas vraiment eu de coup de cœur. J'espère que ça va venir ce mois-ci en avril, que j'aurai un coup de cœur en avril. Là en ce moment je suis en train de lire Résonance de Patrick Sénécal et je prévois de lire Rebirth ce mois-ci. Enfin, si j'ose dire, parce qu'on m'a recommandé ce livre il y a presque 2 ans maintenant. Ça fait vraiment longtemps que je dois le lire. N'hésitez pas à me parler de vos dernières lectures dans les commentaires. Si vous avez lu un des livres dont j'ai parlé aujourd'hui dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires aussi. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker. Merci vraiment d'avoir regardé jusqu'ici. Et puis, portez-vous bien tout le monde. On se retrouve très vite. Bye!